Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour chers élèves, dans cette séance de révision qui sera dédiée aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences physiques et SVT international. Nous allons faire dans cette séance une révision de la dernière unité, les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagne et leur relation avec la tectonique des plaques. Donc, dans cette unité, on a vu d'abord la structure interne du globe qui est importante dans l'étude des phénomènes géodynamiques internes. Donc vous avez étudié en collège la structure interne du globe. On a dit qu'il y a plusieurs couches qui constituent la Terre. Principalement, donc, il y a des études sismiques et d'autres études qui ont élaboré cette structure interne du globe. Donc quand on voit la Terre, elle est formée de plusieurs couches allant de l'extérieur vers l'intérieur. On trouve la première partie qui est rigide et qui est à l'externe de la Terre, à la superficie, c'est la croûte terrestre. On va voir après qu'il y a deux types de croûte terrestre. Sous cette croûte, il y a une autre partie qui est formée d'un manteau aussi subdivisé en deux parties, un manteau supérieur et un autre inférieur. Sous le manteau, on trouve le noyau, aussi avec deux parties, un noyau externe et un noyau interne. En passant de la croûte vers le noyau, bien sûr, il y a augmentation de la densité des roches, augmentation de la température et de la pression. On va voir tout ça dans l'étude des phénomènes géodynamiques externes. Maintenant, ce qui se passe à l'extérieur de la Terre a notamment la formation des chaînes de montagnes, s'accompagne de plusieurs phénomènes qui se déroulent en profondeur. Donc, dans la profondeur de la Terre, il y a plusieurs phénomènes, on va les voir ici. Donc, il y a des activités magmatiques, des activités sismiques qui accompagnent la formation des chaînes de montagnes. Et on va étudier aussi la tectonique des plaques et sa relation avec la formation des chaînes de montagnes. Donc, vous avez vu dans votre cours que la Terre est formée de plusieurs parties. Donc la partie rigide qui se trouve à la surface, ça s'appelle la lithosphère. Une lithosphère, c'est la croûte plus une partie du manteau. Elle est formée de roches qui sont consolidées. Sous la lithosphère, il y a un asténosphère qui est chaud et qui est ductile, formé de roches ductiles. Et cette lithosphère, bien sûr, dans la profondeur, la température augmente. Et normalement, c'est le moteur qui va engendrer plusieurs autres phénomènes dans la surface de la Terre. Donc, pour la lithosphère, elle est subdivisée en deux, une lithosphère continentale et une autre lithosphère qui est océanique. Donc, la lithosphère continentale et océanique sont les parties rigides qui flottent sur l'asténosphère. Il y a différence de densité, bien sûr. Toujours, la lithosphère océanique est plus dense que la lithosphère continentale. On va voir plusieurs phénomènes de forces compressives qui vont former une chaîne de montagnes. Vous voyez ici des forces compressives qui aboutissent à la formation de chaînes de montagnes, par exemple de la subduction ou bien de la collision ou bien de l'abduction. C'est ce qu'on va voir dans ce cours. D'accord, donc rappelons la structure de la Terre. Donc on a dit que la Terre est constituée d'une succession de couches et chaque couche a une propriété physique différente des autres. On distingue de l'extérieur vers l'intérieur, bien sûr la croûte terrestre, océanique et continentale. Il y a aussi le manteau supérieur et inférieur et à la fin le noyau interne et externe. Pour les croûtes terrestres, donc il y a deux types de croûtes terrestres, sont différents de la composition minéralogique, de la composition rocheuse et aussi de la densité et de l'épaisseur. On voit une croûte continentale qui est épaisse, ça veut dire que l'épaisseur dépasse les 70 km. Par contre, une croûte océanique qui est un peu mince, avec une épaisseur qui ne dépasse pas les 5 km. La densité de la croûte continentale, elle est faible, ça veut dire que c'est une croûte qui est légère par rapport à la croûte océanique qui est dense. Donc la croûte océanique est formée de plusieurs roches. On parle ici de roches océaniques ou bien de roches magmatiques. Donc de la superficie, bien de l'extérieur vers l'intérieur, on trouve des sédiments océaniques, on trouve du basalte en pylo-lava ou bien en coussin, on trouve un complexe de dolorite sous forme de filon, on trouve le gabbro et à la fin on trouve la
péridotite. Par contre, la croûte continentale est formée essentiellement de roches granitiques. D'accord? Donc, comme conclusion, une croûte continentale, elle est épaisse, à faible densité, est formée de roches granitiques. La croûte océanique, elle est plus mince que la croûte continentale, plus dense, est formée de plusieurs roches magmatiques comme le basalte et le gabbro. D'accord. Pour les roches de la croûte océanique qu'on a vues, donc les principales roches de la croûte océanique, on voit la péridotite. Il y a le gabbro, il y a des filons, vous voyez ici des filons de dolérite, et à la fin, les coussins qu'on a parlé, le piloulava de basalte. Donc tout ça forme la croûte océanique. Comme définition, donc, vous pouvez prendre des définitions de quelques termes importants. Comme la lithosphère, c'est la croûte terrestre plus une partie supérieure du manteau qui est rigide. On distingue la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. Cette lithosphère, elle est formée de plusieurs parties, de plusieurs fragments, appelés des plaques lithosphériques ici en vert. Et ces plaques lithosphériques flottent sur la sténosphère ou bien le manteau ductile. Donc une plaque tectonique ou bien une plaque lithosphérique est un fragment de la lithosphère rigide qui flotte sur le manteau ductile. Donc on peut distinguer entre deux types de plaques lithosphériques, une plaque qui est océanique et il y a une plaque mixte, ça veut dire océano-continentale. Ici, entre les plaques, on voit qu'il y a des limites. On va parler de ces limites. Entre les plaques, il y a trois types de limites. Vous avez déjà étudié ces limites en cours. Il y a des limites de divergence où les deux plaques s'éloignent. Donc, il y a éloignement de deux plaques. Ça veut dire c'est la limite où les océans forment. Aussi les limites de convergence, limites où les deux plaques se rapprochent. Et dans ce cas, on va avoir la formation de chaînes de montagnes. Ce sont les limites qui nous intéressent. Donc, on va étudier trois types de limites de convergence. Donc, il y a des limites où il y a formation de la montagne ou bien du chaîne de subduction. Il y a aussi la chaîne d'obduction et la chaîne de collision. Et à la fin, il y a des frontières où les deux plaques glissent. Il y a une frontière de colissage. On les trouve surtout dans les dorsales océaniques. Il y a une relation entre la limite des plaques et aussi la formation des chaînes de montagnes. On voit dans cette carte qu'il y a formation de plusieurs chaînes de montagnes dans les limites des plaques. Par exemple, vous avez étudié la chaîne des Andes qui se trouve entre les deux plaques, la plaque du Nazca et la plaque sud-américaine. Vous avez étudié aussi la plaque ou bien la chaîne himalayenne de l'Himalaya et la chaîne alpine. C'est une chaîne de collision qui se trouve entre deux plaques aussi qui se rapprochent. Donc toujours on trouve des chaînes de montagne ou bien des formations de chaînes de montagne dans les limites de convergence des plaques. Commençons par la première chaîne. Donc la chaîne de subduction, c'est une chaîne qui est formée par un rapprochement, une convergence de deux plaques. Par exemple, la chaîne des Andes que vous avez étudiée, c'est une chaîne qui se trouve entre la plaque sud-américaine et la plaque du Nazca. Elle est dans la côte ouest de la plaque sud-américaine. Ces deux plaques se rapprochent, ça veut dire qu'il y a des forces de convergence entre ces deux plaques, aboutissant à la formation de la chaîne de montagne. Et bien sûr, cette chaîne de montagne, elle est caractérisée par la hauteur et plusieurs d'autres caractéristiques qu'on va voir. Donc, dans les chaînes de subduction, donc parmi les caractéristiques qu'on voit, il y a la présence d'une fosse océanique. Ça veut dire ici que la profondeur des eaux dans la côté de la subduction, elle est très grande, donc ça dépasse les 8 km de profondeur. Dans cette fosse, on trouve aussi un prisme d'accrétion. C'est une accumulation des sédiments marins dans cette partie. Il y a aussi ces points en couleur. Ça représente les foyers sismiques ou bien les hypocentres. Ce sont les foyers où naissent et génèrent les séismes. Donc, on voit toujours que ces foyers sismiques sont inclinés. Ils forment comme un plan qui est incliné vers le continent et la profondeur de ces hypocentres augmente en passant de l'océan vers le continent. Ça s'appelle un plan de Benioff. Parmi les caractéristiques aussi, on trouve une
zone de subduction, donc il y a une activité sismique, il y a une activité aussi volcanique. On trouve une zone volcanique sous forme d'arc. On parle ici de volcanisme andésitique. Il y a aussi l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. On parle d'un gradient géothermique. Mais dans la zone de subduction, on va voir qu'il y a une anomalie, une déformation de ce qu'on appelle les isothermes. Isothermes, ce sont des courbes qui représentent la même température. Donc, on voit par exemple ici, dans une même profondeur, donc on peut déterminer la température qui se trouve dans la zone de subduction et dans la zone hors la subduction. Toujours dans la lithosphère ici, donc on voit que la température elle est élevée, mais dans la zone de subduction, il y a toujours une diminution de la température, donc elle est traduite par cette déformation des isothermes au niveau de la subduction. On parle d'une anomalie thermique négative. Bien sûr, on peut noter qu'il y a une autre anomalie thermique dans la zone de subduction. On parle d'anomalie thermique positive qui se trouve par exemple sous l'arc volcanique. C'est dû à un magma qui est chaud et qui va augmenter la température relativement dans cette partie. L'anomalie thermique négative elle est due à un plancher océanique qui est froid et qui plonge sous le plancher continental. D'accord, donc on peut résumer tout ça sous forme de tirets. Donc les caractéristiques géophysiques et topographiques des zones de subduction. On parle premièrement d'une présence d'une fosse océanique, la présence d'un prisme d'accrétion qui est une accumulation, on a dit, de sédiments marins et continentaux. Donc ce prisme il est déformé, donc on voit qu'il y a des déformations tectoniques au niveau de ce prisme. Il y a aussi un volcanisme explosif appelé un volcanisme andésitique. Toujours dans les caractéristiques géophysiques, il y a un plan de Benioff qui représente la répartition inclinée des hypocentres au niveau de la zone de subduction. Et n'oublions pas une anomalie thermique négative dans la zone de subduction. Donc, toutes ces caractéristiques sont des caractéristiques, on parle de caractéristiques géophysiques ou bien topographiques de la zone de subduction. Passons maintenant à d'autres caractéristiques, par exemple les caractéristiques structurales et pétrographiques. Donc, il y a des structures dans les zones de subduction. On voit ici une coupe dans une région de la chaîne des Andes où il y a plusieurs déformations tectoniques. On voit par exemple qu'il y a des failles, des plis, ça veut dire ce sont des caractéristiques structurales. Aussi pétrographiques, quand on dit pétrographique, ce sont les roches qui caractérisent cette région. Notamment, on trouve des roches magmatiques, comme par exemple les roches dans la zone de volcanisme, des volcans andésitiques. On trouve surtout des roches de type andésite ou bien rhyolite. Il y a aussi des intrusions magmatiques ici. Donc on parle de granodiorite, donc, qui est une roche aussi magmatique. On va voir la différence après entre ces deux types de roches. Donc on peut conclure que parmi les caractéristiques structurales, il y a des déformations tectoniques, bien sûr, plusieurs types, on va les voir en détail. Et parmi les caractéristiques pétrographiques, on va parler des roches qui caractérisent la zone de subduction, qui sont des roches magmatiques, volcaniques ou bien plutoniques. D'accord. Comme définition simple de la subduction, donc une subduction, c'est l'enfouissement d'une plaque océanique qui va être bien sûr plus dense, sous une autre plaque, soit continentale, soit océanique, moins dense, qui va entraîner la formation d'une chaîne de montagnes appelée chaîne de subduction. Revenons aux roches magmatiques qu'on a déjà vues dans la première partie. Donc, les roches magmatiques qu'on a vues dans la zone de subduction, notamment on trouve l'andésite qui est une roche volcanique et vous avez le granodiorite qui est une roche plutonique. Donc, c'est quoi la différence entre ces deux roches? Sous le microscope, on peut déterminer une structure importante des deux roches. On voit que l'andésite est formé de plusieurs petits minéraux ou bien cristaux dans un verre ou bien une pâte vitreuse ici en noir, avec la présence de plusieurs parties comme du verre cassé. On parle ici de microlithes. Par contre, le granodiorite est formé d'une succession bien de plusieurs cristaux et minéraux de grande taille, mais pas de pâte vitreuse, il n'y a pas du verre dans cette structure. Donc,
La structure de l'andésite, c'est une structure dite microlithique, ça veut dire qu'il n'est pas totalement cristallisé. Il y a des cristaux, mais il y a une partie qui n'est pas cristallisée, appelée le verre. Pour le granodiorite, elle a une structure grenue ou bien complètement cristallisée, pas du verre, mais seulement de gros cristaux. D'accord. Donc pour l'andésite, donc vous pouvez prendre des notes pour ces deux roches. Donc c'est une roche de texture ou bien de structure microlithique. Elle est issue d'un magma qui a subi un refroidissement rapide à la surface, ça veut dire dans les zones de volcan. Par contre, le granodiorite, c'est une roche à texture grenue ou bien à structure grenue, complètement cristallisée, issue toujours d'un magma qui a subi un refroidissement qui est lent en profondeur. D'accord. Maintenant, on va voir l'origine du magma dans la zone de subduction. Donc, d'où vient un magma dans une zone de subduction? Pour cela, on va voir cette expérience de la solidification de la péridotite anhydre. Ça veut dire on va prendre une roche du manteau qui est la péridotite. Anhydre, ça veut dire il est sèche, pas d'eau. Et on va essayer de trouver le solidus ou bien la courbe de la solidification ou bien de la fusion partielle de cette roche. C'est quoi un solidus? Tout simplement, c'est une courbe qui sépare les deux états physiques d'une roche. Ça veut dire le solide du solide plus liquide. Ça veut dire que dans cette zone-là, la roche elle est solide. Dans l'autre cas, on voit que la roche a commencé à fondre, ça veut dire qu'elle a formé un magma. Donc, la température minimale pour la fusion partielle de la péridotite anhydre est de 1100 degrés Celsius. D'accord? On va voir dans la zone de subduction, est-ce qu'une péridotite anhydre va fondre? Donc ici, vous voyez une courbe qui représente le gradient géothermique dans la zone de subduction. Donc, cette courbe se trouve toujours dans la partie solide de la péridotite anhydre, c'est-à-dire que la roche reste toujours à l'état solide et ne subit pas de fusion. Donc, on peut dire que dans la zone de subduction, on n'aura pas de fusion de la péridotite anhydre. Par contre, si on change les conditions de cette expérience, on utilise maintenant une péridotite qui est hydratée, ça veut dire en présence de l'eau. Donc, le solidus ou bien la courbe de solidification va changer maintenant. Donc, on trouve la zone toujours solide et solide plus liquide. On peut déterminer une température minimale de la fusion, ça veut dire de le passage du solide vers solide plus liquide. Elle est inférieure à la température de la fusion de la péridotite anhydre. On trouve seulement à 740 degrés Celsius, une péridotite hydratée va commencer à fondre. Toujours dans la zone de subduction, on va voir ce qui se passe si vous avez une péridotite hydratée. Donc, on voit que la courbe du gradient géothermique dans la zone de subduction fait toujours, donc elle coupe le solidus de la péridotite hydratée. Donc, si on a un croisement entre ces deux courbes, c'est-à-dire qu'on a changé l'état physique de la roche, on passe d'un état solide à un état solide plus liquide. Donc, dans cette région-là, il y a une fusion partielle de la péridotite hydratée. Donc, on peut conclure que dans la zone de subduction, la péridotite hydratée peut fondre et donner un liquide ou bien un magma. D'accord? Donc, l'origine du magma andésitique, en résumé, c'est quoi? Donc, en absence d'eau, bien sûr, le gradient géothermique de la zone de subduction ne coupe pas la courbe de la fusion partielle ou bien le solidus, c'est-à-dire pas de fusion de la péridotite. Par contre, si vous avez la présence de l'eau, les deux courbes, ça veut dire le gradient et le solidus se croisent, ce qui induit qu'il y a fusion partielle de la péridotite et formation d'un magma. À partir de ça, on peut conclure une condition principale de la fusion de la roche et formation du magma, qui est la présence de l'eau. D'accord? Donc, récapitulons maintenant la zone de subduction. On a dit qu'il y a un enfouissement d'une croûte océanique, lithosphère océanique froid, sous une croûte continentale ou bien une lithosphère continentale qui est légère.
cette subduction va engendrer plusieurs caractéristiques, à savoir la fosse océanique, le prisme d'accrétion, formation de plusieurs hypocentres ou bien des foyers sismiques se forment d'un plan de Benioff. Il y a aussi un volcanisme dû à la fusion partielle de la roche du manteau qui est la péridotite. Maintenant, d'où vient l'eau pour la fusion de la péridotite? Tout simplement, la croûte océanique formée de roches qui sont riches en eau. Et grâce à cette convergence entre les deux plaques, ça veut dire une grande pression qui va engendrer la libération de l'eau qui s'infiltre dans le manteau supérieur, causant ainsi la fusion partielle et la formation d'un magma dit andésitique. Donc ce magma, soit il va se refroidir dans des plutons, ça veut dire en profondeur de la croûte, formant des roches plutoniques, soit il va gagner la surface pour former un volcanisme, dit volcanisme andésitique, qui va donner une roche volcanique appelée l'andésite. D'accord? Donc ça, c'est pour la conclusion de la formation du magma dans la zone de subduction. Passons à la deuxième chaîne maintenant. La chaîne d'obduction, c'est une chaîne. Donc, vous avez étudié l'obduction comme exemple, la chaîne qui se trouve dans le péninsule arabique, la chaîne Al-Hajar de Oman. Donc, cette chaîne, elle est caractérisée par la présence de roches typiques. Donc, vous voyez ici, les roches dans la zone Al-Hajar, dans la zone de subduction. Ce sont des roches un peu sombres qui ressemblent un peu aux roches qu'on trouve au fond océanique ou bien dans les zones océaniques. Donc ça s'appelle l'ophiolite. Donc la présence d'ophiolite, ça indique toujours une activité ou bien une chaîne d'obduction. D'accord. Donc on va étudier maintenant la chaîne d'obduction. Vous avez ici une petite carte qui signifie ou bien qui montre la présence dans la chaîne ici de montagne. Plusieurs roches ici en jaune, ce sont de l'ophiolite. Ce sont des roches qui ressemblent, comme on a dit, à des roches océaniques qu'on les trouve au fond océanique. Là, vous voyez les pélaolava qu'on trouve dans les océans, mais maintenant, ce sont dans les hauts montagnes, ça veut dire dans une zone montagneuse. Cet ophiolite ou bien ce complexe ophiolitique, elle est formé de la même structure, de la même composition des roches qu'on trouve dans la croûte océanique. Donc la question, c'est d'où vient bien sûr cet ophiolite dans une zone montagneuse. Donc les caractéristiques pétrographiques, ça veut dire les roches qu'on trouve dans la zone d'obduction. On peut trouver l'ophiolite qui ressemble à la croûte océanique, ça c'est la première caractéristique. Deuxièmement, on trouve des sédiments marins. Ça veut dire ce sont des sédiments qui sont déplacés du côté ou bien dans la partie marine vers la partie continentale en amont du complexe ophiolitique. Il y a d'autres caractéristiques structurales, donc normalement ils sont communes entre toutes les zones de montagne. On trouve des déformations tectoniques comme les plis, les failles inverses et aussi des nappes de charriage, des chevauchements. Pour la formation des chaînes d'obduction, donc pour expliquer les étapes de cette formation, donc d'abord, on va parler de deux croûtes ou bien de deux lithosphères, continentales et océaniques. À cause des forces compressives, donc on peut avoir parfois des cassures et des failles au niveau de la plaque océanique qui va engendrer une subduction, ça veut dire une subduction dans l'océan entre deux plaques océaniques. On parle d'une subduction intra-océanique. Après, donc, on va avoir l'arrêt de la subduction après enfouissement total de la partie océanique et un blocage de cette subduction avec disparition totale de la croûte océanique subduite. Bien sûr, ici, vous voyez le prisme d'accrétion qui est déplacé vers le continent. La dernière étape, donc après l'arrêt de la subduction, une partie maintenant de la plaque océanique va chevaucher la partie continentale. Donc on parle ici d'une obduction. Obduction, c'est un chevauchement entre la lithosphère océanique qui est dense sur une lithosphère continentale moins dense, formant ainsi le complexe ophiolitique sur le continent. D'accord? Comme définition, l'obduction, donc, c'est un chevauchement entre deux plaques. La plaque la moins dense
par une autre plaque qui est plus dense, donc à cause toujours d'une force qui est compressive. Ce phénomène entraîne toujours la formation d'une chaîne de montagne appelée chaîne d'obduction. La dernière chaîne dans cette partie, c'est la chaîne de collision. Dans la collision, vous avez étudié la chaîne d'Himalaya, par exemple, l'Himalaya, qui se trouve entre le continent, on parle d'un continent indien et le continent eurasiatique. On trouve des chaînes de montagnes qui sont très hauts, donc une altitude qui est très grande, due à une limite de convergence entre deux plaques qui sont continentales. Donc, d'abord, dans le temps, on peut calculer la vitesse de déplacement du continent indien vers le continent eurasiatique. Donc, le continent indien, dans le temps géologique, a été déplacé vers le continent eurasiatique et après, il y a une collision entre les deux plaques pour former cette chaîne de montagnes de collision. Bien sûr, il y avait un océan entre les deux plaques continentales qui s'est fermé ou bien disparu. D'accord. Pour les étapes de formation de cette chaîne, on peut commencer par la première étape. D'abord, il y avait un océan qui sépare les deux continents de l'Inde et l'Eurasie. Cet océan donc, subit une subduction, ça veut dire un enfouissement à cause des forces compressives. Il y a bien sûr toutes les caractéristiques de la subduction dans cette étape-là. La deuxième étape, donc, il y a arrêt de la subduction et fermeture de l'océan. Quand on dit fermeture, ça veut dire que toute la plaque océanique a été subduite ou bien enfouite sous la plaque continentale. Donc, l'arrêt de la subduction, parfois après l'arrêt, il y a remontée d'une partie de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. Ça va donner tout simplement une obduction. Donc, l'obduction est toujours caractérisée par la présence d'une ophiolite. À la fin, vous voyez dans la quatrième étape que les deux croûtes continentales sont affrontées. Donc, on a une collision des deux croûtes continentales et formation de la chaîne d'Himalaya ou bien la chaîne de collision. Parmi les caractéristiques de cette chaîne, on trouve qu'il y a d'abord affrontement entre les deux plaques continentales. Donc, ça, c'est une coupe qui va résumer ce qu'on a dit. Entre les deux croûtes continentales, il y a des restes ou bien des vestiges de l'océan ou bien de l'ancien océan. Ici, vous avez un complexe ophiolitique. Parfois, il forme une sciure entre les deux plaques continentales. Il y a plusieurs déformations de la croûte. Vous voyez des plis, des failles, des nappes de charriage, des chevauchements. D'accord, à cause des forces de convergence ou bien des forces compressives. Il y a aussi un épaississement de la croûte continentale, donc formant ainsi une racine crustale qui va dépasser plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Donc, comme conclusion, les caractéristiques de la zone de la collision, donc vous trouvez toujours la sciure ophiolitique qui indique qu'il y avait un océan qui a été fermé. La présence de déformations tectoniques comme les chevauchements, les plis, les failles, etc. La présence d'une racine crustale donc, qui a causé bien sûr un épaississement de la croûte continentale et bien sûr il y a affrontement des deux plaques continentales. Ça c'est pour le premier chapitre. Passons maintenant au deuxième chapitre. Vous allez étudier les déformations tectoniques qui accompagnent la formation des chaînes de montagne. On peut diviser ces déformations tectoniques en trois parties. Il y a des déformations continues, ce sont les plis. On parle aussi de déformations souples. Il y a des déformations discontinues ou bien cassantes. Par exemple, ce sont les failles. Et il y en a des déformations entre les deux. Ça veut dire que ce sont des déformations intermédiaires entre les failles et les plis. On parle ici de plis-failles, des chevauchements, de nappes de charriage. Donc, on va donner quelques définitions pour chaque déformation. Donc, la déformation continue, ce sont les plis. Ce sont des déformations, des ondulations qu'on voit ici, continues ou bien souples, des roches sous l'effet de contrainte, de compression. Ça veut dire qu'il y a toujours une compression entre les roches. Un pli, il est formé toujours des mêmes composantes. Donc, on trouve un axe ou bien un plan axial du pli. Il y a les deux flancs.
Il y a aussi la charnière et l'axe, etc. Donc, on peut déterminer aussi deux types de plis, un pli anticlinal et un autre pli qui est synclinal. D'accord. Pour les types de plis, un pli droit, c'est un pli où le plan axial il est vertical, il est droit, avec les deux flancs qui sont symétriques. Il y a un pli déjeté où le plan axial maintenant il est incliné un peu, donc il y a une inclinaison, mais les deux flancs ne sont pas symétriques, ils ne sont pas parallèles. Troisième type de pli, c'est un pli déversé, un pli où le plan axial il est incliné toujours, mais ici on voit que les deux flancs sont symétriques, ils sont parallèles. Et à la fin, vous avez un pli couché où le plan axial il est presque horizontal, donc, et vous avez ici un flanc qui est normal et l'autre qui est inversé. Pour les déformations discontinues, donc on parle de failles. Une faille, c'est tout simplement une cassure au niveau des roches qui sont rigides. Donc cette cassure peut être traduite, elles peuvent traduire indifféremment soit une tectonique compressive, ça veut dire une compression entre les plaques, ou bien par contre une tectonique qui est extensive avec éloignement de plaques. Donc une faille, elle est formée toujours de deux compartiments. Donc après la cassure, les deux compartiments, toit et mur, vont se déplacer, formant tout simplement un rejet. Donc le rejet, c'est le déplacement relatif entre les deux compartiments. Ils peuvent être déplacés verticalement ou bien horizontalement. Donc on peut déterminer un rejet vertical et un autre qui est horizontal. Il y a aussi une miroir. Donc vous voyez la miroir, c'est la surface de glissement. Et toujours on trouve dans cette miroir plusieurs strips, plusieurs traces de glissement des deux compartiments. Pour les types de failles, d'abord, on peut trouver une faille où le plan axial est vertical. Donc c'est une faille qui est verticale. Une faille verticale a toujours un rejet qui est vertical, mais pas de rejet horizontal. Deuxième type de faille, c'est une faille dite une faille inverse. Donc, dans ce cas, il y a un plan axial qui est incliné avec un rapprochement des deux compartiments. Ça veut dire qu'elle est due à des forces compressives. Donc, c'est la faille inverse. Ici, on trouve les deux rejets vertical et horizontal. Troisième type de faille, c'est une faille où on a un éloignement ou bien des forces qui sont extensives, ça veut dire éloignement des deux compartiments. Dans ce cas, on parle d'une faille normale et les forces ici, ce sont des forces extensives. Rappelez bien que les failles normales, on les trouve surtout dans les zones de la formation des océans et non pas dans les zones de formation de la chaîne de montagne. Par exemple, dans la chaîne de montagne, subduction, obduction, bien collision, on trouve surtout des failles inverses. Il y a d'autres déformations où le mouvement entre les deux compartiments est horizontal. Ça veut dire qu'il y a seulement un rejet horizontal sans rejet vertical. On parle ici de décrochement ou bien de failles transformantes. Donc les failles transformantes, on peut déterminer deux types. Un décrochement dextre quand on a, par exemple, le mouvement des deux compartiments forme donc, comme un cercle mais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on parle ici d'un décrochement qui est dextre. La même chose pour le décrochement sénestre. C'est un décrochement où il y a un rejet horizontal sans rejet vertical, mais le sens de déplacement ici il est contre le sens des aiguilles d'une montre. Dernière déformation, c'est la déformation intermédiaire entre les plis et les failles. Donc, par exemple, ici, dans ce document, on voit la transformation d'un pli à un pli faillé, puis un chevauchement à cause des forces compressives. Donc, on peut avoir des chevauchements, surtout quand on a des forces compressives d'un seul côté. Donc, le chevauchement comme définition, c'est une superposition d'un ensemble de roches les unes par rapport aux autres, dû toujours à des forces compressives.
Vous voyez ici un chevauchement, donc vous voyez ici la surface du chevauchement avec deux unités. Les unités qui se trouvent en haut, ce sont l'unité chevauchante ou bien les couches chevauchantes. L'unité qui se trouve en bas, c'est l'unité chevauchée. Un chevauchement peut se transformer en nappe de charriage. Donc parfois, après avoir formé un chevauchement, il y a un déplacement de la zone chevauchée sur plusieurs centaines de kilomètres pour former ce qu'on appelle des nappes de charriage, comme les nappes qu'on a vues dans la zone d'obduction. C'est le déplacement du prisme d'accrétion formé dans l'océan vers le continent.